Bienvenue à ce nouveau cours intitulé Rappel de physiologie. Dans ce cours, nous allons voir successivement l'anatomie simplifiée du cœur, la circulation intracardiaque, les voies de conduction. Anatomie du cœur. Le cœur est un gros muscle qui est constitué anatomiquement de 4 cavités qui sont regroupées physiologiquement selon leur appartenance au cœur gauche ou au cœur droit. Sur le schéma suivant, représentant un cœur en coupe, nous allons placer les éléments suivants. Oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Les deux ventricules sont séparés par le septum interventriculaire. Les deux oreillettes sont séparées par le septum interauriculaire, non représenté ici. Les oreillettes et les ventricules sont séparés par le septum auriculo-ventriculaire, dans lequel sont positionnées les valves cardiaques. Parmi les gros vaisseaux qui entrent et sortent du cœur, on placera la veine cave, constituée de la réunion de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires, qui sont au nombre de 4, et l'aorte. Circulation intracardiaque. Le sang veineux désaturé en oxygène arrive par la veine cave. Il passe successivement dans l'oreillette droite, le ventricule droit, par l'intermédiaire de la valve tricuspide, l'artère pulmonaire, par l'intermédiaire de la valve pulmonaire, les capillaires pulmonaires, où il va se saturer en oxygène. Il revient dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires, passe dans le ventricule gauche par l'intermédiaire de la valve mitrale, puis l'aorte par l'intermédiaire de la valve aortique, puis il part dans la grande circulation. La circulation unidirectionnelle dans le cœur a lieu grâce à l'effet de pompe du muscle cardiaque et à l'effet anti-retour des valves cardiaques. Les voies de conduction. Le cœur comporte 3 types de structures différentes capables de conduire l'influx électrique. Tout d'abord, les nœuds. Les nœuds sont des groupements de cellules particulières possédant des propriétés d'automatisme, c'est-à-dire capables de générer un influx électrique, et des propriétés de conduction, c'est-à-dire capables de conduire cet influx électrique. Ils sont au nombre de 2. Le nœud sinusal, ou nœud de Kate et Flack, situé à la partie supérieure de l'oreillette droite, au pied de la veine cave supérieure, et le nœud auriculo-ventriculaire, ou nœud d'Aschoff-Tavara, situé à la partie inférieure de l'oreillette droite, à proximité du septum interauriculaire et du septum auriculo-ventriculaire. Le deuxième type de tissu de conduction est représenté par le faisceau de His. Le faisceau de His naît au contact du nœud auriculo-ventriculaire. Il traverse le septum auriculo-ventriculaire et, après un court trajet dans le septum interventriculaire, il se divise en 2 branches, une branche droite pour le ventricule droit et une branche gauche pour le ventricule gauche. La branche droite parcourt le ventricule droit par sa face postérieure. La branche gauche se divise rapidement en 2 branches, une hémibranche postérieure qui parcourt le ventricule gauche par sa face postérieure et une hémibranche antérieure qui parcourt le ventricule par sa face antérieure. Puis, ces branches se terminent en de très nombreuses petites ramifications appelées réseaux de Purkinje. L'ensemble constitue le réseau de His-Purkinje. Il s'agit d'un réseau possédant essentiellement des propriétés de conduction rapide de l'influx électrique. Enfin, le troisième type de tissu est le tissu myocardique indifférencié, qui possède des propriétés de contraction et de conduction de l'influx électrique. Il est à noter que la conduction électrique dans le tissu myocardique indifférencié est lente par rapport à celle du faisceau de His-Purkinje. L'activité électrique du cœur est déterminée au cours de son fonctionnement normal par le nœud sinusal. C'est au niveau du nœud sinusal que naît l'activité électrique du cœur grâce aux propriétés d'automatisme des cellules du nœud sinusal.
L'activité électrique naît donc au niveau du nœud sinusal, puis se propage à toute l'oreillette grâce aux propriétés de conduction du myocarde indifférencié auriculaire. C'est la dépolarisation auriculaire. Elle entraîne avec elle la contraction de l'oreillette, c'est-à-dire la systole auriculaire. Puis, l'activité électrique arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, où elle est d'abord freinée, puis transmise au faisceau de His, puis à ses branches, et enfin à l'ensemble du myocarde ventriculaire, par l'intermédiaire du réseau de Purkinje. C'est la dépolarisation ventriculaire. Ceci entraîne la contraction simultanée des deux ventricules, ou systole ventriculaire. Puis, les ventricules se relaxent, ce que l'on appelle la diastole ventriculaire. Durant cette diastole ventriculaire, les cellules électriques se rechargent, c'est la repolarisation ventriculaire. La repolarisation auriculaire, elle, a déjà eu lieu durant la dépolarisation ventriculaire. Attention, il ne faut pas confondre dépolarisation et repolarisation qui sont des phénomènes électriques avec systole et diastole qui sont des phénomènes mécaniques. La dépolarisation entraîne la survenue de la systole avec un décalage physiologique de l'ordre de 1 à 2 dixièmes de seconde. La repolarisation a lieu durant toute la diastole avec une accélération en fin de celle-ci. Il est à noter également que le septum auriculo-ventriculaire est de nature fibreuse et ne conduit pas à l'activité électrique. L'influx électrique ne peut donc passer des oreillettes au ventricule que par l'intermédiaire du faisceau de His. Puis, une nouvelle onde de dépolarisation va se créer au niveau du nœud sinusal, entraînant un nouveau cycle cardiaque, et ainsi de suite. Le cœur fonctionnant ainsi est dit fonctionner en rythme sinusal. La fréquence cardiaque est déterminée par la fréquence de dépolarisation du nœud sinusal. Elle est d'environ 60 à 80 battements par minute chez l'adulte au repos.